people between the ages of 13 and 25 who are living in their mom's basement, existing off Uber Eats, never leaving their homes, and all of a sudden, they're instant millionaires. What's up, guys? Sat Zero here. Just want to talk about what happened, and maybe you guys will be interested or not. À seulement 20 ans, Joel Ortiz est un petit prodige de l'informatique, vraiment pas comme les autres. Major de sa promotion et convoité par les plus grandes entreprises de la tech, il s'apprête à lancer une brillante carrière professionnelle. Mais je vous avais dit que ce génie n'était pas comme les autres. Joel refuse toutes les propositions, pour plutôt passer ses journées à hacker des millions de dollars à des inconnus. Des millions qu'il dépense pour organiser les plus folles soirées illégales, jusqu'au jour où ses hacks sont découverts et son empire s'écroule. Je vous propose de découvrir ensemble l'histoire incroyable de ce génie à l'origine d'une toute nouvelle technique de piratage. L'histoire de notre hacker est une affaire très particulière. Joel, c'est à la base un adolescent à part, discret et réservé, et presque invisible dans son lycée. Son entourage le décrit comme calme, passif et peu sociable. Dans les faits, Joel n'a quasiment aucun ami et son quotidien se résume à des interactions virtuelles, créant un fossé gigantesque entre sa vie réelle et sa vie en ligne. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour l'informatique et l'électronique. Né dans une famille très pauvre, il voit sa mère récupérer des objets électroniques cassés dans les rues de Boston et avec ces objets, il va décider de s'amuser en les démontant et en tentant de les réparer. Et c'est dans son adolescence que tout bascule. Geek dans l'âme, Joel passe un nombre incalculable d'heures sur internet. Forums, vidéos, jeux en ligne, ses journées sont bien remplies. Et un jour, il tombe sur une vidéo de Rice, l'un de ses youtubeurs préférés. Rice explique à sa communauté comment il a réussi à obtenir un OG name, un pseudo extrêmement rare. Comme ceci par exemple. Sa méthode, l'acheter, et pour une somme astronomique. Tell us how you get the OG name. Oh yeah, okay. So there's this guy by the name of, here, let me link you. No, but he charges over 1,000. Like, if you want an OG ad, it's like 1,000 or 2,000. But he just sold me Rice for really cheap. But his shit is like really expensive. So clearly have Rice, right? I clearly have it. Like, to get these exclusive ad names, you have to pull a lot of strings. Here, I can show you all the ad names he has. Yo, he told me not to show. Damn. The ad will get banned if you show them. Okay, I won't. Relax. Intrigué par ce phénomène, Joel décide d'enquêter et il découvre que certains OG names peuvent se vendre pour plusieurs milliers de dollars. Et à ce moment-là, c'est pour lui une véritable révélation. Il se dit que s'il arrive à mettre la main sur ces noms très convoités, il pourrait tenter de les revendre et se faire un petit pactole. Mais bon, après avoir essayé pendant des heures à la main de trouver des pseudos stylés et rares sur Instagram, il faut se rendre malheureusement à l'évidence, cette méthode ne fonctionne clairement pas. Tous les pseudos sont déjà pris. Et en cherchant davantage, il découvre une technique nommée le turboing. Cette méthode, elle consiste à utiliser un programme qui essaye en boucle de récupérer un pseudo jusqu'à ce que ce dernier se libère. Et c'est vraiment basique, le programme il fonctionne comme un robot qui surveille en permanence certains pseudos. Et pour ça, il envoie tout simplement des requêtes répétées au serveur d'Instagram ou d'autres plateformes pour voir tout simplement si un nom d'utilisateur se libère. Vous voyez ici sur ce script simplifié, à la ligne 8, il envoie une requête au serveur d'Instagram pour connaître la disponibilité du pseudo et entre la ligne 10 et 12, le programme vérifie la réponse reçue et puis en cas de réponse négative, ligne 14, il attend 5 secondes et refait une demande et recommence ce process à l'infini. Mais Joel, il se heurte très rapidement à une difficulté. Cette technique, bien que prometteuse, est loin d'être fiable. Son programme peut tout simplement fonctionner pendant des semaines sans le moindre résultat. Et certains pseudonymes restent tout simplement impossibles à récupérer. Pour autant, il va pas se laisser décourager et décide finalement de créer son propre programme de turboing. Pour cela, il va ajouter deux mécanismes. Un, il comprend que la vitesse c'est un enjeu crucial parce que pour maximiser ses chances, il configure son programme pour envoyer des requêtes en masse en utilisant plusieurs connexions en simultané. Et deux, Instagram a un système de sécurité et va détecter automatiquement les utilisateurs qui envoient beaucoup trop de requêtes et une fois détectés, bloque leur adresse IP. Pour contourner tout ça, Joel il va utiliser un proxy et des serveurs distants, ce qui lui permet de répéter les tentatives sans pour autant être détecté. Et si vous aussi vous avez envie de créer vos propres programmes en Python,
on vous a mis en description une formation gratuite pour apprendre les bases de Python. Cette formation qu'on vous met à disposition gratuitement, c'est tout simplement l'introduction de notre formation qu'on dispense normalement en individuel. Vous verrez, c'est très bien fait et elle est accessible même à des complets débutants en programmation. En tout cas, notre Joël, une fois qu'il a terminé son programme, il décide de le vendre pour 100 $ pièce. Et surprise, ça marche super bien. Pas mal de personnes sont intéressées et il commence à gagner de l'argent. Fier de son début de réussite financière, il le fait savoir et commence à publier sur les réseaux sociaux ses premières acquisitions. Mais très vite, ça ne lui suffit plus. Il pense pouvoir gagner 10 fois plus en allant plus loin. Et pour ça, il prend la décision de franchir la ligne rouge. Car pour obtenir des pseudos encore plus rares, il choisit une approche beaucoup plus risquée, le piratage de comptes. La méthode, elle est simple et méthodique. Il repère d'abord les personnes ayant le pseudo qu'il convoite, puis il va tout simplement chercher à s'infiltrer sur leur compte. Pour ça, il va tenter différentes techniques, dont le classique phishing. Vous savez, on vous en a déjà parlé un tas de fois sur la chaîne. Vous recevez un faux mail avec une fausse page de connexion, et le but est tout simplement de voler vos identifiants. Il tente aussi des techniques de social engineering. Pour ça, il va tenter de manipuler les utilisateurs, ou le service client d'Instagram pour tenter de récupérer des informations. Mais cette technique est sans succès. Et oui, même un petit génie peut connaître des échecs. Alors, il commence à perdre espoir, mais il lui reste une carte dans son jeu: exploiter la fonctionnalité mot de passe oublié. Prenons Instagram pour l'exemple. Lorsque vous cliquez sur mot de passe oublié, l'application affiche la première et dernière lettre de l'adresse email associée au compte. En général, ces informations, combinées à la recherche du nom et prénom de la cible, suffisent très rapidement à deviner l'adresse mail. Et une fois cette dernière trouvée, il ne lui reste plus qu'à pirater la boîte mail et réinitialiser le mot de passe. Et pour pirater la boîte mail, il utilise une technique ingénieuse que je vous expliquerai plus tard. Et cette technique, bingo, elle fonctionne. Et dans la tête de Joël, à ce moment-là, c'est le véritable jackpot. Il voit défiler les $5 et se persuade qu'il a trouvé l'arnaque parfaite pour s'enrichir. Pour lui, c'est une fraude presque sans risque. Après tout, qui porterait plainte pour le vol d'un pseudo? Et cette technique, aussi maligne soit-elle, demande du temps et de l'énergie. Et pour augmenter ses revenus et maintenir son style de vie toujours plus bling bling, Joël doit viser plus grand. Il commence donc à revendre de manière massive ses pseudos sur des plateformes comme Twitter ou OG User, et il commence même à se forger une petite réputation dans le milieu. Car plus vous accumulez de bonnes ventes, plus évidemment on vous fait confiance. Et comme dans n'importe quel business illégal, ce n'est pas forcément le plus malin qui s'impose, mais celui dont le nom circule le plus. Joël continue donc son petit business et accumule les fonds, mais un jour, en commençant à trouver tout ça assez routinier, il décide de relever un défi inédit: pirater le compte de célébrité. Et pour marquer les esprits, il choisit une cible de taille: Selena Gomez, la personne à l'époque de l'affaire la plus suivie d'Instagram. Et après des heures de travail, il réussit son coup. Il publie sur le compte de la star une photo embarrassante de son ex. Et cette dernière a évidemment généré des milliers de réactions en quelques secondes. Et en voyant toute cette effervescence médiatique, Joël prend conscience du pouvoir et de l'impact qu'il peut avoir. Avec sa petite combine, il se sent invincible. Mais fidèle à lui-même, il en veut toujours plus. Alors il décide une nouvelle fois de passer à la vitesse supérieure. Avec ses combines d'OG-Name, Joël commence à s'intéresser à un tout autre domaine, la crypto-monnaie. Et pourquoi pas? Si pirater des comptes Instagram et des boîtes mail sont aussi faciles pour lui, pourquoi ne pas viser un peu plus gros et pirater des portefeuilles de crypto? Après tout, le principe est le même. Sauf que là, les gains sont beaucoup plus directs et beaucoup plus gros. Même si évidemment, en 2018, le Bitcoin est pas à 100 000 $, les montants restent quand même énormes. Joël se lance donc dans la traque de nouvelles proies. Sa méthode, elle est simple mais efficace. Il écume Twitter à la recherche de personnes parlant activement de crypto-monnaie. Et ces passionnés, souvent négligents avec leur sécurité, sont pour lui des cibles de choix. La plupart des utilisateurs utilisent la même adresse email pour plusieurs plateformes, qui évidemment facilite grandement la tâche de Joël. Certes, on est sur un travail fastidieux, mais la perspective de gains faramineux lui fait oublier la monotonie de ses recherches. Plus il en fait, plus il en veut. Et une fois ses cibles identifiées, Joël passe à une méthode appelée le SIM swapping. Et même si ça peut paraître un peu complexe, le principe est en réalité très simple. Et évidemment, je ne vous recommande surtout pas de reproduire ce qu'il a fait. Vous comprendrez en fin de vidéo. Voici le procédé.
Il commence à obtenir une carte SIM vierge et ensuite il arrive à trouver le numéro de téléphone de sa victime. Suite à ça, il appelle l'opérateur téléphonique de sa cible et se fait passer pour le propriétaire du numéro de téléphone. Il invente une histoire crédible et demande à l'opérateur de transférer le numéro de téléphone de la victime sur sa carte vierge. Mais avant d'appeler, Joel s'assure que son plan est infaillible en collectionnant pour ça le maximum d'informations. Date de naissance, numéro de sécu, adresse, etc. Et souvent, ces données-là sont accessibles en open source et vous pouvez vous les procurer pour souvent à peine 2 $. Ainsi, quand l'opérateur téléphonique demande des informations de vérification, Joel est parfaitement préparé. Et dès que le numéro est transféré, Joel a toutes les cartes en main. Il s'infile dans la boîte mail de sa victime, va ensuite sur l'application de crypto, fait mot de passe oublié, reçoit le code sur sa nouvelle carte SIM, réinitialise le mot de passe et résultat, l'accès total au portefeuille de crypto de sa victime. Pour son premier coup, Joel a visé un compte qui possédait 100 000 $ d'actifs et ça a été un succès. Il voulait gagner 10 fois plus et c'est clairement une réussite. La somme qu'il dérobe à ce moment-là dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Dans sa tête, c'est vraiment l'euphorie. Il est persuadé d'avoir trouvé le plan parfait, celui qui lui permettra de mener une vie de rêve. Avec cette nouvelle méthode, Joel voit grand. Il se fait plaisir, vêtements de luxe, voyage aux 4 coins du monde, soirées somptueuses, rien n'est trop beau pour lui. Mais maintenir ce train de vie demande des revenus constants. Et pour ça, il doit continuer les arnaques. Un jour, alors qu'il suit son process habituel, Joel tombe sur un portefeuille hors du commun. Ce dernier contient plus de 5 millions de $ d'actifs. L'opportunité est énorme, mais le risque aussi. Joel hésite et pourtant son ambition prend le dessus. Il vide le compte sans scrupule et avec cet argent, il peut flamber. Tenue à 20 000 $, Rolex flambant neuve, Ferrari, bref, la totale. Joel tombe vraiment dans la démesure. Il prend un jet privé direction la Californie et loue une luxueuse villa sur Airbnb à 350 000 $. Là-bas, son quotidien, c'est la vie de jet-setter, shopping sans limite, soirée en boîte de nuit à des milliers de dollars. Bref, Joel vit à 100 à l'heure. Mais pendant que Joel profite de son nouveau style de vie extravagant, ses victimes, elles, vivent un véritable cauchemar. Pour elles, tout commence par une alerte sur leur téléphone en indiquant qu'ils n'ont plus de réseau. I looked down at my phone and I saw it suddenly go dead. Aucune possibilité pour eux d'envoyer ou de recevoir des messages ou des appels, sauf via la Wi-Fi. Rapidement, ils comprennent que quelque chose ne va pas, et lorsqu'ils accèdent enfin à Internet, découvrent un email inquiétant, leur mot de passe a été changé. Et en creusant davantage, les victimes découvrent que la réinitialisation du mot de passe et la dernière connexion à leur compte proviennent d'un iPhone situé à Boston. Bien entendu, les victimes ne restent pas les bras croisés. L'une après l'autre, elles se rendent au commissariat pour évidemment déposer plainte. Mais face à ce type de vol immatériel, les autorités locales sont souvent dépassées. Pour les victimes, l'espoir de récupérer leur argent s'évanouit. Mais ce que Joel ignore, c'est qu'à des milliers de kilomètres de la Californie, il y a pourtant un enquêteur qui s'intéresse de très près à lui. Et cet homme suit ses mouvements et se rapproche dangereusement. Depuis la plainte de la première victime, Sami Taraziz, un enquêteur criminel de l'État de Californie, est sur les traces de Joel. Bien que Sami de son côté ignore pour le moment qui est derrière ces mystérieux piratages, il est déterminé à rendre justice aux très nombreuses victimes du jeune escroc. Et décide donc de suivre de très près le hacker. Il comprend bien vite le mode opératoire de Joel. Des cartes SIM détournées, des adresses email piratées, suivi ensuite d'un vol massif de crypto-monnaies. La technique a beau être méthodique et précise, Sami sait que dans la blockchain, bien qu'anonyme en apparence, cette dernière laisse toujours des traces. Chaque transaction est inscrite dans un registre numérique indélébile. C'est en remontant les traces dans la blockchain qu'on finit généralement par trouver le pirate, même si ce dernier essaye de blanchir et de dissimuler son identité. Pourtant, Sami choisit une autre approche et va finalement utiliser la propre technique de Joel. Car Joel, quand il s'empare d'un portefeuille numérique, il ne se contente pas simplement de changer le mot de passe. Il modifie aussi l'adresse email associée, pour être sûr d'avoir un contrôle total. Et c'est là que Sami va frapper, car armé d'un mandat officiel, il n'a pas besoin de contourner la loi. Il peut faire une simple requête aux hébergeurs pour lui permettre de perquisitionner ses nouvelles adresses email liées au portefeuille piraté. Lentement mais sûrement, il va donc remonter non pas la piste de la blockchain, mais la piste des changements de mail. Et boîte après boîte, en fouillant méthodiquement chacune d'entre elles, il va tomber sur une erreur que Joel a fait. Cette dernière, c'est tout simplement un échange par mail entre une des adresses mail suspectes et une plateforme de crypto-monnaie.
où cette dernière demande à Joel de justifier son identité. Et dans cet email, tout est là. Joel dévoile même à la plateforme, en pièce jointe, sa véritable pièce d'identité. À ce moment-là, Samy connaît donc la véritable identité de Joel. Et il est à 2 doigts de boucler l'affaire. Mais il lui manque encore une chose essentielle, Joel lui-même. Le souci, c'est que Joel réside à Boston, qui est un état différent, ce qui complique pas mal les démarches pour pouvoir l'interpeller. Mais Samy, lui, est patient. Et un jour, alors qu'il surveillait sa cible comme à son habitude, il tombe sur une story de Joel, où ce dernier raconte avoir vécu une expérience traumatisante, et sans se rendre compte, Joel donne sa localisation à l'enquêteur. Crazy, but yesterday, someone or 2 black guys came to the house with guns and pointed at me and my friends. I had $8,000 cash and Rolex and a Bitcoin chain. It just screwed my mind over. I was so scared. Just trying to go back to Boston. I don't know. Dans cette vidéo, il raconte être en Californie pour profiter de la vie et fidèle à ses habitudes. Il explique avoir passé la soirée précédente en boîte de nuit, mais en rentrant à son somptueux Airbnb, tout a basculé et 2 hommes armés l'ont braqué, lui et son ami. Ces derniers lui ont volé $8 000 en liquide, une Rolex et une chaîne en or avec le symbole Bitcoin. Ébranlé et choqué par cette agression, il annonce dans cette vidéo quitter la Californie en prenant le premier vol direction Boston. Pour Samy, ces informations sont évidemment une formidable opportunité et il peut simplement l'attendre à l'aéroport avant de le cueillir. Ce dernier est ainsi arrêté sans résistance par la police. Et l'enquêteur rapporte que ce dernier semblait anxieux, mais résigné. Une fois en garde à vue, Joel est soumis à un interrogatoire, et c'est alors qu'il fait une révélation inattendue. Il affirme ne pas être le cerveau de l'affaire et clame qu'il n'a pas agi seul. Cette déclaration, elle va changer complètement la tournure de l'enquête, car Samy avait évidemment des soupçons, mais jusque-là, il n'avait pas de preuves directes que Joel était en réalité membre de tout un réseau. Et en examinant minutieusement le téléphone de Joel, la police va découvrir que Joel était effectivement connecté à 3 autres complices. Des amis virtuels avec qui il a échangé des milliers de messages, avec dans les conversations chacun qui se vantait d'avoir piraté tel ou tel portefeuille de crypto-monnaie. Les enquêteurs parviendront quand même à récupérer plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies pour un total à l'époque de $250 000 et ces fonds seront évidemment restitués aux victimes, mais la majorité des pertes est malheureusement irrécupérable. En plus de ça, Joel a refusé de coopérer avec les autorités en décidant de garder l'accès à d'autres portefeuilles volés, probablement dans l'espoir d'en profiter une fois sa sortie de prison. Son procès s'est déroulé face à un juge âgé, peu familier avec l'univers quand même assez particulier des crypto-monnaies, et en l'absence d'une réglementation claire et d'une jurisprudence établie, le tribunal a simplement condamné Joel à 10 ans de prison. Je pense que cette affaire met en évidence 2 choses. Déjà, 1, l'importance de protéger ses données personnelles. Et à l'époque où Joel opérait, c'est vrai que les gens étaient moins conscients de tout ça. Les gens sont davantage sensibilisés. De nombreux utilisateurs de portefeuilles de crypto-monnaies ont mis en place des systèmes de sécurité bien plus robustes. Et les opérateurs ont mis en place des sécurités pour éviter le SIM swapping. Et la deuxième grande leçon, c'est que finalement, même un génie peut faire des choses complètement stupides. Car finalement, avec toutes les qualités techniques qu'il possédait, il aurait pu faire tellement mieux. Quant à Joel, au moment où je tourne cette vidéo, il est encore derrière les barreaux et devrait être libéré en 2028. Mais l'histoire n'est probablement pas finie parce qu'avec l'envolée des crypto-monnaies depuis 2018, s'il possède encore des portefeuilles, il va probablement sortir richissime de prison. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la commenter, de la partager, de vous abonner. C'est vraiment super important, ça nous permet de développer la chaîne. Et pour toutes les personnes qui souhaitent découvrir la programmation, je vous rappelle qu'on vous a mis en description une formation gratuite pour apprendre les bases de Python. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on propose des formations en individuel reconnues et finançables par l'État. Je vous dis à très vite.